Ici Paris, radiodiffusion française, voici le journal parlé, édition complète du soir. Pétain est-il coupable? Quel sera le sort de Pétain? 15 août 1945. Les jurés ont parlé. Oui, Pétain est coupable. Oui, Pétain mérite la mort. À l'issue de son procès, Philippe Pétain fut condamné à la peine capitale. Les jurés devaient répondre à une question clé. Le maréchal a-t-il collaboré par soumission ou par calcul? Le verdict dévoile leur réponse. Aurait-il pu en être autrement? Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille et au travail. Au palais de justice de Paris, au cœur de l'été 1945, on juge un vieillard chenu, une gloire nationale de 89 ans. Notons que Philippe Pétain est venu se rendre à la justice de son plein gré. Mais que juge-t-on précisément? Un homme, le régime de Vichy ou une trahison? Dans ses mémoires, Charles de Gaulle qualifie ce procès de lamentable et inévitable échéance. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Ici Vichy, la voix de la France. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Le Fantôme de Philippe Pétain. Je veux assurer à mes compatriotes le réconfort des certitudes éternelles. 9e épisode, accusé Pétain. Levez-vous. C'est moi seul que l'histoire jugera. Après la débandade du château de Sigmaringen en Allemagne, Philippe Pétain a trouvé refuge en Suisse. Il y entre le 24 avril 1945, le jour de son anniversaire. On lui offre des fleurs et des chocolats. Le vieil homme sourit, comme à son habitude, mais il est d'humeur maussade. Il n'a pas l'esprit au plaisir. Il sait qu'à Paris, une instruction judiciaire est en cours contre lui. On parle d'un procès par contumace. Mais Pétain tient à rentrer pour se défendre et assumer ses responsabilités. 2 jours plus tard, le 26 avril, dans une berline noire, accompagné de son épouse, Annie Pétain, le vieux maréchal entre en France par le petit village jurassien de Valorbe. Là, au poste frontière, se tient un comité d'accueil glacial. À la tête de cet accueil se trouve le général Koenig. Bénédicte Vergès-Chaignon est historienne. Un des premiers officiers ralliés à la France libre du général de Gaulle à l'été 1940, qui était devenu le commandant des FFI au moment du débarquement et qui est présentement le gouverneur militaire de Paris. Donc il est là à cause de ses fonctions. Le maréchal Pétain, descendant de voiture, lui tend la main. Le général Koenig ne la prend pas, se contentant d'un salut militaire. Et ensuite, tandis que le maréchal Pétain monte dans une nouvelle voiture qui doit l'amener à un train, eh bien, les militaires et les policiers présents ne lui rendent pas les honneurs, ce qui le surprend un peu et le déconcerte après les vivas et les bouquets de fleurs dont les Suisses les ont comblés, lui et sa femme. Des images existent de cette arrivée et en effet, on voit sur le visage de Philippe Pétain qu'il comprend assez vite que l'accueil est très froid. C'est assez troublant, ces images. Oui, il n'est pas habitué à ces traitements-là. Dès qu'il va se retrouver en tête-à-tête avec sa femme, ils vont échanger d'ailleurs un petit peu sur ce sujet-là, on va dire des propos amers ou aigre-doux, je ne sais pas comment il faut les qualifier, parce que ils ne sont pas au bout de leurs épreuves en un sens. Une fois montés dans le train qui doit les amener à Paris, ils se rendent compte lors des rares arrêts, dont en particulier à Pontarlier, qu'il y a une foule hostile. Il y a des cris d'injures, des sifflets, on envoie des cailloux sur le wagon et là aussi c'est la surprise, un peu l'effroi quand même aussi. Il
Il y a 3 mois, Pétain, toujours entouré d'une garde personnelle, mais d'une garde un peu particulière, cette fois, entrait en prison, après Montoire, Montrouge. Ils vont être intégrés au fort de Montrouge, en proche banlieue parisienne, en prison. Ils sont donc aux arrêts. Dans quel état d'esprit est Philippe Pétain à la veille de son procès, Bénédicte Vergès-Chaignon? Il est rentré en France pour se présenter devant la justice et s'expliquer devant les Français. Il souhaitait prendre part à son procès. Il y a un petit peu loin du souhait à ce qui est possible de réaliser. En effet, il est fatigué, déconcerté, et les premiers interrogatoires, en particulier celui du 8 mai 45, qui se déroule hors de la présence d'aucun avocat, le montrent clairement perdu, incapable de répondre d'une façon substantielle aux questions. Donc en fait, il a à la fois hâte d'en finir et en même temps, il est évident pour sa défense qu'il vaudrait mieux attendre. Donc probablement, ce sont des sentiments partagés qu'il éprouve au moment où son procès doit s'ouvrir. Après l'ambassade de Madrid, après l'hôtel du Parc, après le château de Sigmaringen, c'étaient les 2 pièces nues du prisonnier où Pétain solitaire n'allait plus s'entretenir qu'avec ses avocats et ses souvenirs, les premiers chargés de le défendre et les seconds de l'accuser. Et maintenant, c'est le palais de justice et c'est la voiture cellulaire. Dans le palais de Saint-Louis, au cœur de Paris, va s'ouvrir un débat immense, lourd de conséquences. Un débat que le pays opprimé et trompé attendait depuis 5 ans. Les pouvoirs publics français avaient souhaité que le procès Pétain se déroule le plus vite possible parce qu'en réalité, une condamnation, fût-elle en son absence, fût-elle de principe, aurait orienté toute l'épuration, puisque tous ceux qui se réclamaient de l'obéissance au maréchal, au chef de l'État, ne pourrait plus être exonéré. Et au contraire, cela renforcerait la légitimité de ceux qui lui avaient désobéi, les rebelles, les résistants. Donc il y avait une certaine urgence à mener ce procès. Voilà que le maréchal Pétain, sans qu'on l'ait réclamé aux Suisses, se présente à la frontière, demande à être jugé. Donc le complément d'instruction se fait rapidement, presque sur le principe. Pétain n'est pas très en mesure de répondre. Il va avoir un petit peu de mal à se choisir des défenseurs, mais donc il est entendu effectivement que le plus tôt sera le mieux, et c'est pour ça que le procès s'ouvre au bout de 3 mois. Une instruction judiciaire un peu bâclée, un accusé encombrant, dont on aurait préféré qu'il restât en Suisse, et ajouter à cela une France déchirée par ces années de guerre civile, ce procès s'annonce comme une échéance lamentable et inévitable. Ce sont les mots choisis par le général de Gaulle. Mais qu'entendait-il par là ? Lamentable, on peut d'abord le comprendre avec cette idée que ce procès était un procès politique. Fabrice Boutillon est historien. Et que les procès politiques ne sont généralement bons ni pour la justice, ni pour la politique. Et cela parce qu'en fait, le droit d'une part, la politique d'autre part, ce sont 2 ordres totalement différents. Et lorsqu'on essaie finalement d'utiliser la justice pour servir la politique ou la politique pour servir la justice, généralement, on aboutit à des déconfitures. D'autre part, dans le cas du procès Pétain, la difficulté, elle est encore plus grande parce que on a 2 revendications de légitimité qui s'opposent. D'un côté, De Gaulle, qui est sûr d'incarner la France à la Libération, et d'autre part Pétain, qui n'est pas moins sûr de l'avoir incarné au moins en 1940. Cela fait que ce procès est en fait un procès impossible, parce que pour qu'un procès se déroule dans de bonnes conditions, il faut que le juge soit au-dessus des 2 parties qui s'affrontent, au-dessus de la défense et au-dessus de l'accusation, et dans le cas d'un procès politique et dans le cas de ce procès-là, eh bien on ne peut pas y compter. Les juges vont être forcément
du côté de la France de la Libération. Ils vont être des adversaires de Philippe Pétain. Et c'est pourquoi ce procès ne pouvait effectivement aboutir qu'à des résultats très insatisfaisants. Et c'est précisément parce que deux légitimités s'affrontent que ce procès-là devait en même temps avoir lieu. C'est-à-dire que la légitimité gaullienne, elle a autant besoin de faire condamner Philippe Pétain que la légitimité de Pétain avait besoin en 1940 de faire juger et condamner à mort le général de Gaulle, ce qui s'est produit, ou de faire juger lors du procès de Riom en pleine occupation les responsables de la Troisième République. Donc ce procès-là, c'était effectivement une échéance lamentable et inévitable. Lorsque le procès s'ouvre en juillet 1945, un jeune reporter qui travaille pour la radio a pris place dans la salle d'audience. L'audience est ouverte. Introduisez l'accusé. Frédéric Potcher, qui deviendra une vedette de la chronique judiciaire sur les ondes de l'ORTF, s'est confié en 1984 à Philippe Alfonsi. Et il se souvenait très bien de l'arrivée de Pétain. Ça y est, il va entrer. On est tendu, hein, et il entre par la porte du fond, à droite. Il est entré sans crainte et sans hésitation. Il a fait 2 pas, et puis il a claqué les talons. Mais il a claqué les talons comme un Saint-Cyrien, vous comprenez. C'était quelque chose d'extraordinaire pour moi, qui m'attendait à voir un vieillard, mais pas du tout. Je vois un vieillard qui a l'air d'un sous-lieutenant. Il n'a rien regardé, il n'a rien dit, il n'a rien vu, il s'est assis. Mais il s'est bien installé, hein. Alors très bien. Alors, faisons un tour de la salle d'audience. Voyons qui sont les acteurs qui jouent dans cette pièce judiciaire autour du maréchal Pétain, Bénédicte Vergès-Chaigneau. Commençons par le président du tribunal, le président Mongibaud. Le premier président Mongibaud ouvre les débats par les questions rituelles et l'accusé répond « Pétain, Philippe, maréchal de France ». Qui est-il, ce président Mongibaud ? Alors, Paul Mongibaud, il a une bonne 60aine d'années. C'est un magistrat de profession, un premier président de la Cour de cassation. Il est le personnage central du déroulé du procès, puisque c'est lui qui répartit les temps de parole et organise les débats. Ça ne va pas être un président extraordinaire. Il aura du mal, par exemple, à juguler la logorée de certains témoins. Il est raisonnablement bon connaisseur du dossier et il va se révéler, alors sans gâcher l'effet de surprise, étonnamment favorable à l'accusé lors des délibérés. Passons maintenant au procureur, André Mornay. Le procureur général Mornay prend place en face de l'accusé contre qui il va mener l'attaque. André Mornay est beaucoup plus âgé, il a 75 ans, ce qui lui a permis d'être déjà à la retraite et, à la différence des autres magistrats, dont Mongibaud, de ne pas avoir prêté serment au maréchal Pétain en 1941. Ce dont il se targue devant les avocats de Pétain, quand bien même il a fait en réalité des offres de service en 1940 au gouvernement dans la politique d'exclusion des naturalisés. Il a la caractéristique d'avoir été le procureur pendant la Première Guerre mondiale lors d'affaires contre des déserteurs ou contre des mutins, et aussi dans la célèbre affaire de Matahari, durant laquelle il ne s'est pas signalé par un respect éperdu de l'état de droit. Et voici la cour qui va juger avec 24 jurés tirés au sort parmi des parlementaires et des hommes de la résistance. Alors maintenant, voyons qui sont les jurés de ce procès hautement politique. La particularité de la Haute Cour de justice, c'est d'être composée de 3 magistrats professionnels et de 2 fois 12 jurés. 12 d'entre eux sont des résistants désignés par l'Assemblée consultative provisoire et 12 d'entre eux sont des parlementaires de la Troisième République en activité en 1940, mais n'ayant pas voté en faveur des pleins pouvoirs donnés au maréchal Pétain le 10 juillet 1940, ce qui réduisait terriblement le panel de parlementaires possibles
et a rendu du coup la sélection un petit peu difficile. Alors face à cette cour des vainqueurs, Philippe Pétain bénéficie quand même de protecteurs, 3 avocats, sa défense, donc la défense de Philippe Pétain. Qui sont les 3 avocats de Philippe Pétain ? À la tête, en principe, de sa défense se trouve un ancien bâtonnier, lui aussi âgé de plus de 70 ans, Fernand Payen, un avocat éminent, mais qui bizarrement n'est pas un pénaliste, mais plutôt un spécialiste de droit civil. Et lui souhaite axer la défense dans 2 dimensions qui posent un petit peu problème au maréchal Pétain lui-même. Il veut, pour reprendre son terme assez trivial, plaider gâteux. Et d'autre part, toujours désigner Laval comme le mauvais génie. Le second avocat, c'est Jean Lemaire. Lui, il a 41 ans. Il est donc beaucoup plus jeune. C'est un avocat de type classique qui va, à la surprise de beaucoup de monde, se révéler comme voulant un procès de rupture à la Maître Vergès pour faire une comparaison plus contemporaine. Et enfin, le troisième avocat est le plus connu puisque, au fond, il s'est fait par la suite pratiquement une carrière et une profession d'avoir été l'avocat du maréchal Pétain. C'est Jacques Izorni, qui n'a que 34 ans. Alors Jacques Izorni, il avait failli ne plus avoir le droit d'être avocat sous Vichy parce que son père était étranger, en l'occurrence suisse. Et là, il s'est fait remarquer en étant, au début de l'année 1945, l'avocat de Robert Brasillac. Donc, lui a une personnalité très enthousiaste, très affective, assez romantique. Il est surnommé Musset à la prison de Fresnes et il s'est pris d'affection et de passion pour Philippe Pétain dès leur première rencontre, une affection partagée d'ailleurs. Affection qui tient pratiquement du rapport filial, il y a le père et le fils là. Oui, alors sans omettre quand même d'autres objectifs de la part de Jacques Izorni qui sont de faire du cas de son client une cause historique et politique. Je l'ai vu donc pour la première fois prisonnier. Jacques Izorni, avocat de Philippe Pétain. Il assistait à un interrogatoire et je dois dire qu'au cours de cet interrogatoire, je me suis rendu compte qu'il n'était pas présent. C'était un homme traumatisé et qui ne savait même pas qui il était. Alors, je lui dis, monsieur le maréchal, vous devez redevenir un chef d'État, vous devez penser à ceux qui sont en prison, pour vous, ceux qui sont déjà morts, pour vous. Songez à Louis XVI devant ses juges, songez surtout à Jeanne d'Arc, et songez à Napoléon Ier, à Sainte-Hélène. Alors, il est tombé dans mes bras, et il m'a dit, mais je suis abandonné de tout le monde, je ne sais plus rien. Et à partir de ce moment-là, je suis venu le voir tous les jours. Et je l'ai peu à peu reconstitué, et j'allais dire, rendu sa jeunesse. Quand le procès débute, sur les conseils de Jacques Izorni, Philippe Pétain annonce à la cour et aux jurés qu'il gardera le silence. L'accusé demeurera donc muet. C'est son droit. Le mutisme de Pétain est une preuve de l'intelligence de la défense dont il a bénéficié. Car lors du procès Pétain, il y a eu véritablement une défense. C'est d'ailleurs l'un des arguments qu'on peut donner pour dire que ce procès a essayé de respecter les formes de la justice. Pourquoi les avocats de Pétain lui ont-ils conseillé le silence ? Pour 2 raisons. D'une part, parce qu'ils savaient que leur client était capable quelquefois de saillies qui pouvaient desservir sa cause. Et donc le faire taire était plus prudent. Et puis d'autre part, faire taire Pétain de façon systématique, c'était une manière de contester dans ses fondements le déroulement du procès et la légitimité du procès. Donc c'était une décision de ce point de vue-là tout à fait intelligente. Alors, silence de Philippe Pétain, certes, néanmoins, une déclaration préliminaire. Philippe Pétain va commencer par lire une déclaration qui est en quelque sorte une sorte de testament politique, puisque ce sera sa dernière déclaration publique. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette déclaration, Fabrice Gauthier ? L'idée essentielle, c'est qu'il a voulu servir de bouclier à la France, qu'il n'a d'ailleurs pas
désiré ce rôle, qu'on est venu le chercher, qu'il a essayé de défendre le pays dans la mesure de ses moyens et que d'un certain point de vue, son action a complété celle du général de Gaulle. Je crois que c'est la substance et il y a l'idée qu'il est innocent fondamentalement et que si on le condamne, eh bien c'est une iniquité qui sera commise. Et c'est là que naît cette théorie donc du bouclier incarné par Philippe Pétain qui aurait protégé les Français contre l'occupant nazi, tandis que de Gaulle aurait été l'épée pour se battre hors du territoire pour restaurer la souveraineté nationale. Donc c'est là que naît cette célèbre entre guillemets théorie de l'épée et du bouclier. En tout cas, oui, et elle est née dans le cadre de ce procès, puis dans le cadre de la défense plus large de Vichy par les partisans de Vichy au cours des années qui ont suivi. Et il ne faut pas oublier qu'elle est effectivement fondamentalement un produit du prétoire, car cette déclaration liminaire de Pétain, elle a été écrite assez largement par maître Jacques Izorni, excellent avocat dont il a bénéficié, et c'est donc une plaidoirie finalement. Déclaration de Philippe Pétain lors de son procès en juillet 1945. Pendant que le général de Gaulle, hors de nos frontières, poursuivait la lutte, j'ai préparé les voies de la libération en conservant une France douloureuse mais vivante. À quoi, en effet, eût-il servi de libérer des ruines et des cimetières ? Les premiers jours du procès, le procureur Mornay fait défiler à la barre tous les barons et les huiles de la Troisième République. Dans la salle de la première chambre, le procès Pétain se poursuit. Semaine des témoins à charge. M. Édouard Daladier évoque les souvenirs cruels et honteux de la guerre, de la débâcle et de l'armistice. L'armistice est conclu. Le combat a pris fin. M. Albert Lebrun rappelle les journées tragiques de Bordeaux, où les chefs militaires ne pensaient qu'à ne plus se battre, et où se heurtaient les thèses de l'espérance à tout prix et de l'abandon à tout prix. Il n'y a qu'un devoir, c'est de partir. Si vous partez, vous ne reviendrez jamais. Et M. Léon Blum évoque la grande peur de Vichy qui ajoutait la honte à la défaite. Songez donc que nous sommes en état d'extrême urgence et que les Allemands sont à 50 km. Dans ce procès, le principal témoin, c'est la France entière, vaincue, trompée et trahie. La salle d'audience voit donc se succéder des anciens présidents du Conseil, d'anciens ministres et même un ex-président de la République, Albert Lebrun. Tous au service d'une stratégie portée par le procureur André Mornay. Ce que voulait Mornay, c'était démontrer que de la part de Pétain, il y avait eu un véritable complot pour s'emparer du pouvoir à la faveur de la défaite. Et donc, d'après Mornay, dès les dernières années de la Troisième République, Pétain voulait parvenir au pouvoir, voulait abattre la République et avait donc compris que pour y parvenir, eh bien, il lui fallait qu'il y ait une défaite. Bon. Et donc, le procureur fait venir tous ces témoins de la Troisième finissante en espérant qu'ils vont justement renforcer sa thèse du complot forgé par Pétain. Et en fait, il faut bien dire que Mornay ne va pas du tout réussir à établir ce point et qu'il va même devoir abandonner finalement l'inculpation de complot. Et c'est là l'une des grandes victoires remportées en fait par la défense de Philippe Pétain. En même temps, je trouve pour ma part extrêmement intéressantes ces dépositions quand elles obligent à réfléchir sur le rôle de Pétain à la fin de la Troisième République. Moi, je suis persuadé finalement depuis que j'ai relu ces dépositions que Pétain, d'une manière ou d'une autre, aurait fini par arriver au pouvoir. En fait, on sent bien qu'il y a une démarche de Pétain qui le rapproche peu à peu du pouvoir. Et ce dont je suis persuadé, c'est que si la défaite avait pu être un peu canalisée, Pétain serait devenu président du Conseil dans le cadre d'une sorte de cabinet d'union sacrée. Et je crois que justement l'un des intérêts de cet effort que fait Mornay pour prouver un complot qui n'existe pas, l'un des intérêts c'est quand même que ça oblige à réfléchir sur un autre possible. Si la défaite de 40 n'avait pas eu cet aspect absolument séismique, catastrophique,
catastrophique, vous voyez, apocalyptique, je crois que Pétain serait quand même arrivé au pouvoir et aurait mené une politique qui aurait eu des points communs avec ce qu'il a fait et en même temps d'énormes différences parce que sans la défaite, on ne peut pas comprendre Vichy. Sketch de la BBC, 1943. Il court, le Laval, il fait tout le temps la navette. Il court, le Laval, il voyage pour l'ennemi. Il a passé par Paris, prendre le mot d'ordre des nazis. Le v'là qui retourne à Vichy, puis il repart pour Paris. Il court, le Laval, en chemin de fer et en auto. Mais tout ça va finir mal, espérons que ça sera bientôt. Au même moment, à Barcelone, Pierre Laval est en cellule. Sous pression des Américains, Franco a fait emprisonner son ancien allié. En prison, Laval écoute la radio. Et voici que Pétain entre dans la salle de la première chambre. Et il entend que le procès Pétain a débuté. Or, au fur et à mesure des jours qui passent, Laval comprend que les avocats de Pétain, dont Jacques Izorni, vont plaider une défense du vieux maréchal en chargeant au maximum Pierre Laval. Forcément, le maquignon de Châteldon tourne dans sa cage. Pour lui, c'est totalement insupportable. C'est-à-dire la grande difficulté de Laval dans ce paradoxe espagnol. Yves Pourchet est historien. C'est l'impossibilité de s'expliquer, puisque la volonté, c'est toujours de croire que quand on s'explique, quand on donne des arguments, y compris les pires, on peut convaincre. Voilà. Et donc, évidemment, il a ce besoin de répondre. Pétain ne peut pas se défausser sur lui. Je veux dire qu'ils sont extrêmement liés, les deux. Sans Laval, Pétain n'existerait pas, et sans Pétain, Laval ne serait rien. Philippe Pétain, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction. Printemps 1945. Placé à la tête d'une nation sous l'occupation ennemie, j'étais tenu de donner des satisfactions apparentes à l'occupant. Pendant que les Alliés préparaient la victoire, Monsieur Laval, m'ayant été imposé par les Allemands, je me suis servi de lui pour les apaiser. J'ai subi Monsieur Laval comme une concession nécessaire à la politique que l'occupation contraignait à faire. Dans ce rôle qu'il ignorait, Laval n'a pas été inutile à la France. Et puis, le 1er août 1945, coup de théâtre. Pierre Laval est arrivé en France ex abrupto le 1er août 1945 et dès le 3 août, le voici au tribunal devant la barre, appelé à déposer comme témoin. Je me souviens encore de l'entrée de Laval. Frédéric Potcher, 1984. Il avait sa cravate blanche qui était un peu grise comme ça. Il avait l'air défait. Il avait son veston fripé. Et Izorni a dit une chose très juste. Il est comme un voyageur qui aurait passé la nuit debout en 3e classe. Et alors il s'est installé à la barre, il a posé sa canne et son chapeau, et il a commencé à parler. Physiquement, il est très amaigri, tout jaune, empoisonné par la nicotine parce qu'il est un fumeur vraiment compulsif, mis à mal par un ulcère. Donc physiquement, il n'emmène pas large. D'ailleurs, il flotte littéralement dans ses vêtements. Néanmoins, malgré cet état physique et ces circonstances pour le moins déconcertantes de son transfert d'Espagne en Autriche puis d'Autriche en France, il va montrer une extraordinaire pugnacité en faisant appel à toutes ses ressources d'avocats et de parlementaires qui, je dirais, en a vu bien d'autres devant toutes sortes d'assemblées politiques au long de sa très longue carrière. Et donc, sur 2 jours, il va parler à peu près 8 heures, ce qui n'est pas une mince performance. Quelle est sa ligne d'attaque à Pierre Laval ? Sa ligne d'attaque, c'est sa propre défense. Il ne vient pas en réalité déposer au procès du maréchal Pétain, il vient commencer
sa défense pour son propre procès qu'il imagine avec raison devoir se dérouler assez rapidement ensuite. Donc, il va à la fois faire valoir des arguments comme quoi il a protégé la France et les Français de son mieux en finassant et en négociant avec les Allemands, et toujours souligner qu'il était sur la même longueur d'onde que le maréchal Pétain, réfutant par là même, au grand désarroi de Maître Payen, d'avoir été le mauvais génie du maréchal. Au début, il ne savait pas très bien comment s'en tirer, parce qu'il sentait une atmosphère d'hostilité épouvantable. Et lui-même savait qu'il serait condamné à mort, il le savait très bien. Mais son assurance revient, et pendant 3 heures, il va être extraordinaire de précision, de netteté, et en même temps agréable à écouter. Alors on lui parle de toutes sortes de choses, et à la fin on lui parle de Montoire, évidemment. Et Laval dit, en parlant de Pétain, « Mais je ne l'ai pas emmené de force. Il a accédé au désir du chancelier Hitler de le rencontrer. Il a accédé à ce désir sans difficulté. » Et Laval ajoute, « Il n'a pas songé à me dire « Je refuse. » Sanglé dans son uniforme militaire, Philippe Pétain est bien plus anxieux qu'au premier jour de son procès. Il accuse le coup. Il s'ébroue, il s'agace, mais il se tait. Et ce n'est pas fini. On joue avec ses nerfs. Le témoin suivant n'arrange rien à ses affaires. Et voici Darnan, le tueur, l'homme de la milice. L'assassin des patriotes est là, timide comme un garçon bouché, qui se sent les mains rouges. Il s'asseyait à la table des ministres, auprès du maréchal Pétain, qui n'ignorait rien de lui, ni son accord avec Hitler, ni son activité criminelle. Et Darnan va rappeler que la seule fois où le maréchal Pétain l'a blâmé, eh bien, c'était, je crois, en juillet 1944, quand, précise-t-il, les Américains étaient à Rennes. Bon, effet absolument terrible sur la défense. Donc, quand on lit la plaidoirie de Mornay, je la trouve personnellement efficace, parce que finalement, bon, il laisse à peu près tomber l'accusation de complot, même s'il essaie de temps à autre de la reprendre dans la mesure où ça peut salir Pétain, mais il a quand même l'intelligence, à la fin, de centrer son accusation sur la manière dont Pétain s'est, en gros, vautré dans la défaite, vous voyez, et de dire que c'est cela qui est inadmissible. Vous voyez que même l'armistice pouvait être accepté, mais qu'il y a des moments où, face à l'Allemagne, Pétain a été au-dessous de tout. Et je trouve cela extrêmement efficace. Alors effectivement, il a bénéficié des dépositions de Laval, de Brinon ou de Darnan, mais il avait aussi quelques armes dans sa manche, le procureur Mornay, notamment un télégramme. Quel est le télégramme dont il s'est servi pour l'accusation ? Oui, il y a en effet un épisode qui est important au cours du procès et qui se situe après le débarquement anglo-canadien de Dieppe. Vous savez, c'est en 1942 pour tester justement les armes et les techniques qu'ils allaient utiliser lors du vrai débarquement de 1944. Donc, les Anglais ont décidé de risquer un débarquement à Dieppe et ils ont utilisé surtout des Canadiens, voyez-vous. Donc, ils débarquent et évidemment, ils n'ont pas débarqué en force, ce qui fait que les Allemands n'ont pas eu beaucoup de difficultés à les rejeter à la mer et les Allemands ont naturellement présenté ça comme un débarquement en grand pour pouvoir, sur le plan de la propagande, en tirer un maximum de bénéfices. Et à ce moment-là, Pétain envoie un télégramme à Hitler proposant à Hitler que les forces françaises participent à côté des forces allemandes à la défense du territoire contre les agressions anglaises, ce qui est extrêmement grave parce que ça pouvait jeter la France dans la guerre contre l'Angleterre et cette fois-ci aux côtés de l'Allemagne. Et donc vous allez avoir là un télégramme qui est lu par Mornay et face à cela, j'ai trouvé la défense très peu convaincante. Alors elle va patauger pendant des moments très très longs pour essayer de prouver que parce que à la fin du télégramme on trouve signé Pétain et non pas Pétain tout court, eh bien ce ne serait pas Pétain qui l'aurait envoyé, mais on a là effectivement un pataugeage très peu convaincant. Télégramme du 21 août 1942, signé de Philippe Pétain, adressé à Adolf Hitler. Après un entretien que je viens d'avoir avec le président Laval, et en raison de la dernière agression britannique qui s'est déroulée cette fois sur notre sol, je vous propose d'envisager la participation de la France à sa propre défense. Je suis prêt à examiner les modalités de cette intervention si vous en acceptez le principe.
Le procès s'achève. Tour à tour, Maître Izorni, Maître le Maire et le bâtonnier Payen présentent la défense de celui qui fut le maréchal Pétain. Comme l'exige la procédure, le procès s'achève par les plaidoiries des avocats de Philippe Pétain. Parole à la défense. Et l'histoire va retenir la prestation du jeune maître Jacques Izorni, 34 ans. Mais pour quelle raison a-t-on gardé en tête sa plaidoirie? Quand vient le tour d'Izorni, alors que tous les auditeurs sont un peu épuisés, eh bien c'est un choc parce que Izorni s'est réservé les sujets qui fâchent le plus. La répression contre les résistants, les persécutions antisémites, les juridictions d'exception, et il fait mine de prendre ces sujets à bras-le-corps et d'avoir de vrais arguments à proposer. En tout cas, il ne botte pas en touche et il finit par une péroraison très réussie. Apparemment, pour les auditeurs à la lecture, c'est plus difficile de s'en rendre compte, très poignante sur l'idée du vainqueur de Verdun, du général ami des soldats, du maréchal vainqueur de la Première Guerre mondiale, et c'est une grande réussite. Et lors de l'interruption de l'audience, eh bien, il reçoit des félicitations des journalistes, de certains jurés et même du procureur, mais Fernand Payen tient à reprendre la parole, il relaboure sur les mêmes sujets plus maladroitement et gâche l'effet d'audience qui avait été produit par Jacques Izorni. Cette plaidoirie de Maître Izorni, elle est en effet assez impressionnante, mais c'est aussi un texte qui va infuser l'extrême droite française, parce que évidemment c'est un texte qui a du souffle, de l'ampleur, mais c'est aussi des arguments pour défendre la position de Maréchal Pétain bien après sa mort même. Oui, absolument. Il a mis en place là tout le dispositif de justification du maréchal Pétain et de Vichy qui servira par la suite et encore jusqu'à nos jours. C'est l'heure des jurés. Pendant les longues audiences de ce long procès, ces hommes ont entendu se découvrir, se développer, s'expliquer le cas Pétain. C'est à eux maintenant de parler. Pétain est-il coupable? Alors, voici les 2 fois 12 jurés plus les 3 magistrats professionnels qui se sont retirés pour délibérer. Et à la surprise des jurés, les 3 magistrats se prononcent immédiatement en faveur d'une condamnation assortie d'une peine de bannissement de 5 ans. Ce qui est, somme toute, une condamnation assez légère. Et là, les résistants qui font partie du jury sont révoltés et commencent par demander que l'on discute sur les points du code pénal qui vont être retenus pour savoir si on demandera ou pas la peine de mort. Et au fond, le débat tourne beaucoup sur la réalité de l'application de la peine de mort. Demandera-t-on immédiatement une grâce? Et là encore, à une voix près, c'est la condamnation à mort qui prévaut, accompagnée ensuite d'un dernier vote sur cette demande de grâce. Et finalement, en quelques heures, le verdict est rédigé et donc Philippe Pétain est condamné pour intelligence avec l'ennemi. Et donc non pas pour trahison. Et pas pour trahison, et d'autre part pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Comment réagit l'opinion publique française à cette condamnation à mort du vieux maréchal Pétain? Les hasards de l'histoire étant ce qu'ils sont, cette condamnation à mort intervient le 15 août 1945. C'est la capitulation japonaise et c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, le même jour, au même moment, et au fond, on voit assez vite une envie de passer à autre chose, de s'occuper de reconstruction, de l'avenir de la France, y compris de son avenir institutionnel. Et le sort de Philippe Pétain passe rapidement au 2e, 3e, 10e plan des préoccupations. Liberté, si par le monde gronde liberté, un ouragan qui veut tout emporter, je jure de toujours te chanter liberté. Messieurs de la Cour,
Alors, une fois condamné à mort avec une peine commuée en détention, que se passe-t-il immédiatement après pour Philippe Pétain ? Dans les heures, voire les minutes qui ont suivi la condamnation, Philippe Pétain est remis à l'administration pénitentiaire et conduit à l'aérodrome de Villacoublay, en banlieue parisienne. De là, il est emmené au fort du Portalet, dans les Pyrénées, alors une forteresse militaire particulièrement peu amène et inconfortable, où lui-même avait fait interner les hommes politiques de la Troisième République qu'il avait désignés comme responsables de la défaite de 1940. Ceci montre bien que le choix de ce lieu de détention est éminemment démonstratif et veut montrer que ce n'est pas parce qu'il a été gracié que on fait preuve d'indulgence coupable à son égard. Au fond, Fabrice Boutillon, à l'été 1945, quel regard portait Charles de Gaulle sur cette vieille connaissance qu'était pour lui Philippe Pétain ? Je pense que il devait y avoir quand même une certaine pitié. Bon, vous savez, c'est à son propos qu'il a écrit que la vieillesse est toujours un naufrage et que le malheur de la France avait voulu que la vieillesse de Pétain s'identifie avec le naufrage de la France, disait-il. Donc je crois qu'il doit y avoir une certaine pitié à l'égard de Philippe Pétain. Mais en même temps, le général de Gaulle est un politique et il faut aussi que la justice soit rendue. Et en tout cas, ce que lui considère comme la justice. On sait aussi, parce qu'il explique dans ses mémoires, que s'il était resté au pouvoir, il aurait maintenu Pétain en forteresse pendant 2 ans et après il l'aurait envoyé mourir chez lui. Philippe Pétain mourra en détention sur l'île-Dieu 6 ans plus tard, en 1951. Nous y reviendrons dans le dernier épisode. Pour l'instant, restons en 1945, car si on a jugé Philippe Pétain, il n'en demeure pas moins qu'il reste un autre accusé. Et voici dans la même salle un autre gibier de choix. Celui-ci ne joue pas les naïfs. Pierre Laval a oublié dans tous les sens d'être un innocent. Il fut avocat, il plaide. Il fut homme public, leader de parti, parlementaire, chef de gouvernement, il discourt. Alors, en miroir au procès Pétain, s'est ouvert à Paris le 4 octobre 1945, le procès de Pierre Laval. On dit que ce fut un simulacre de procès. Pour quelle raison ? Parce que, évidemment, les conditions du procès, les conditions même de la justice étaient totalement impossibles. Yves Pourchet. C'est-à-dire à partir du moment où Pétain n'avait pas été exécuté, on imaginait bien qu'il fallait trouver une victime, en tout cas quelqu'un qui allait être tenu pour responsable. Monsieur les jurés, ceci n'est pas un procès. C'est une exécution. J'en prends la responsabilité. C'est une exécution. L'audience est levée. Évidemment, Laval, qui lui s'attend à avoir un vrai procès, c'est-à-dire à pouvoir s'expliquer avec des avocats commis d'office, mais qui sont des avocats proches. Or, les conditions, d'abord, c'est un procès en haute cour de justice. Les jurés sont des parlementaires, qui sont évidemment des parlementaires résistants. 12 balles dans la peau. Voilà ce que tu mérites, crapule. Quand il rentre, il se fait insulter, salaud, 12 balles dans la peau. Donc évidemment, si vous rentrez déjà dans une salle de procès et que vous faites injurier par les jurés, vous comprenez bien évidemment le résultat. Donc c'est un faux procès. C'est un procès qui, de toute façon, ne doit aboutir à la condamnation à mort, ce que tout le monde sait à l'avance, mais évidemment dans une forme judiciaire qui est une forme impossible, incroyable. Vous ne me reverrez plus. Et c'est devant un fauteuil vide la sentence que la France attendait, la mort. Alors il est condamné à mort le 15 octobre 1945 pour haute trahison. Pierre Laval attend dans sa cellule son exécution, mais que va-t-il faire, ce Pierre Laval, dans l'attente de cette exécution, justement ? Laval attend, il se prend déjà pour une victime de l'histoire.
Il a toujours eu conscience que sa mort était possible, même probable. Et la preuve, c'est qu'il va recourir au poison, au cyanure. Ce cyanure qu'il a emporté à chacun de ses voyages quand il rencontrait Hitler. Donc il savait très bien qu'à un moment donné, le risque de l'exécution par les nazis était possible. Quand il rencontre Hitler à Montoire, Pierre Laval a dans sa pelisse une capsule de cyanure. Oui, donc il se prépare à mourir, y compris à Montoire. Tout à fait. Et donc l'idée du sacrifice, c'est l'un de ses arguments d'ailleurs. Quand on est un homme politique d'un certain talent ou d'un certain renom, on doit se préparer à ça. Et donc il prend ce cyanure qui est éventé, qui ne fait pas effet, on le découvre, alors c'est des conditions absolument atroces, donc on le laisse pas mourir, on lui lave l'estomac, on le remet sur pied et on va le fusiller. Je suis immédiatement parti pour Fresnes afin d'essayer de recueillir pour vous quelques documents sonores sur la fin du traître de Châteldon. Reportage de la radio française. Une route comme toutes les autres routes, une porte surmontée d'un drapeau tricolore. Nous sommes devant la prison de Fresnes. Prison qui vit la souffrance de tant de patriotes et qui aujourd'hui a vu, ou va voir, je ne sais pas encore, la mort de Pierre Laval. Nous ne pouvons pas entrer. Dis, tiens, vieux, dis-moi, est-ce que tu sais quelque chose? Bah non, mon vieux, il n'y a rien à faire. Mais est-il mort? Oui, on dit que non. Mais si, il est mort. Voyons, il a avalé une ampoule de cyanure. À quelle heure est-ce qu'il a absorbé cette ampoule? Bah on dit que c'est ce matin à 9h, en présence de Mornay. Mais là, ce qu'on sait, c'est qu'il sera exécuté ici et non au fort de Châtillon. Chacun tend l'oreille et nous attendons la salve qui nous annoncera la fin du traître. À midi, rien. À midi 15, toujours rien. Il est actuellement un peu plus de 12h30 et on l'aurait, paraît-il, emmené. Et bientôt, la salve nous dira si cela est vrai. « 15 octobre 1945, 12h32, Pierre Laval a expié. » Pourquoi était-ce si important, Yves Pourchet, pour le pouvoir gaulliste, que Pierre Laval soit réellement exécuté? Alors c'est important pour le pouvoir gaulliste, mais laissez-moi vous dire qu'en tant qu'anthropologue, cette idée du sang politique à un moment donné, ou du sang qui a souillé en vérité et qui doit couler, est quelque chose d'extrêmement fort et de très important. Donc la disparition de Laval est quelque chose peut-être de nécessaire à la renaissance de la France, quelque chose qui est une espèce d'opération chirurgicale, d'une chirurgie politique qui se met en place sur le corps de Laval. Mais néanmoins, il y avait aussi un intérêt politique. Les élections municipales arrivent le 21 octobre. Il faut montrer une fermeté, notamment à l'égard des communistes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser dire que le pouvoir gaulliste pardonne, réconcilie trop vite. Il faut donc une victime, entre guillemets, expiatoire. Il faut exécuter Pierre Laval. Bien sûr, parce qu'évidemment, la situation politique est c'est un affrontement entre les gaullistes et les communistes, enfin une rivalité. Les communistes font une pression, considèrent que l'épuration, c'est pas suffisant, qu'il faut exécuter beaucoup plus et laver la France de façon plus énergique. Et donc évidemment, si on avait tergiversé, c'était quelque chose d'impossible. Pour les Français, encore aujourd'hui, Yves Pourchet, il demeure le traître, ce Pierre Laval. Mais ce n'est pas si simple, parce que Pierre Laval incarnait un système, c'est un crime d'État. Certes, on voulait expurger le corps social en exécutant Laval, mais qu'est-ce qu'on condamne chez Pierre Laval quand on le condamne à mort? On condamne la trahison, l'ambiguïté, et puis évidemment, c'est une façon d'oublier la lâcheté collective qui a été celle du pays. Beaucoup de gens se sont compromis dans cette aventure, et donc c'est une façon de désigner le responsable. Voilà, c'est-à-dire que la tête de Laval, s'il y avait eu la guillotine, aurait sauvé en vérité l'histoire du pays. C'est vrai que cette exécution à laquelle a échappé Pétain, elle dédouane un peu tout le monde. En vérité, Pierre Laval, le salaud, c'est assez pratique pour la conscience nationale. Et puis on a l'impression qu'on repart, que le processus était interrompu, le grand responsable a été éliminé. Alors ma foi, le pays, c'est la mythologie gaulliste qui peut se construire aussi sur le récit, sur une réécriture de l'histoire qui était certainement nécessaire, parce qu'évidemment, regarder les choses en face est assez désespérant. Oui, c'est assez désespérant pour les Français de 1945 de regarder la réalité en face. Ces 4 ans d'occupation ont été terribles. Chacun a dû se confronter au pire. Et en 1990, Claude Berry, dans son film Uranus,
a sans doute réussi, à travers un dialogue entre Philippe Noiret et Jean-Pierre Marielle, à retranscrire le malaise de la société française de l'époque. Un malaise qui va perdurer longtemps. Je me suis associé à tellement de saloperies, de crimes. Par votre silence uniquement. Moi aussi. Nous sommes des lâches et des hypocrites comme la majorité des gens. Vous en connaissez beaucoup, vous? Des gens courageux? Des héros? Pour terminer ce chapitre sur le procès Pétain, évoquons la presse, parce qu'évidemment la presse couvre beaucoup ce procès Pétain. Il y a de grandes vedettes de la presse écrite, il y a Camus, Mauriac et Joseph Kessel qui est là pour France Soir. Et dans France Soir, il affirme qu'il ne voit plus en Pétain, durant ce procès, qu'un personnage de roman noir écrasé par la tragédie qu'il n'a pas su dominer. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice Boutillon? Pétain comme personnage de roman noir, oui, je crois que c'est assez juste, et j'irai même plus loin. Je trouve que dans le Pétain, justement, de ces derniers moments, il y a quelque chose qui est shakespearien. Vous savez qu'une des grandes différences entre la tragédie telle que Shakespeare la pratique et nos tragiques français, c'est que Shakespeare n'hésite pas à mélanger le tragique et le comique. Et il me semble que chez Pétain, on a à la fois Hamlet. Hamlet, c'est l'indécis perpétuel, et Pétain, justement, pour une part, va être un indécis qui n'arrive pas à collaborer tout à fait jusqu'au bout, mais qui n'arrive pas non plus en 42 à aller en Afrique du Nord, et cette indécision va le mener très loin. Il y a Hamlet, vous voyez, un véritable personnage tragique. Mais il y a aussi un personnage de Pétain qui est quasiment bouffon. De temps à autre, il a des sorties, des saillies, des comportements complètement décalés, et là, on retrouve un autre personnage shakespearien qui est Yorick, le bouffon, vous savez, dont le crâne, justement, va tomber sous les yeux de Hamlet pendant la tragédie. Et puis, dans Hamlet, il y a un autre personnage qui est Polonius. Polonius est un courtisan, vous voyez, et ce Polonius va finir par se cacher derrière un des rideaux qui décore la cour, et il va être poignardé derrière son rideau. Et je trouve que Polonius, c'est tout à fait Vichy, avec cette ambiance d'intrigue à n'en plus finir. Bon, ça, c'est dans Hamlet. Et puis, il y a un autre personnage de Shakespeare auquel me fait penser le Pétain pathétique tout de même de ce procès, et c'est le roi Lear. Le roi Lear qui a été un roi important et qui, à la fin de sa vie, finit sous la pluie. Vous voyez, seul, abandonné pratiquement par tout le monde, et qui est l'une des incarnations de la misère humaine. Et il me semble que chez Pétain, il y a un peu de ces quatre personnages. J'ignore si on peut qualifier le destin de Philippe Pétain de shakespearien. Au regard de toutes ses victimes, c'est peut-être lui accorder trop d'honneur. Néanmoins, ce que dit l'historien Fabrice Boutillon est intéressant. La vie de Pétain est tragique et complexe, au point de faire écho à des archétypes, à des personnages sombres, à des contre-modèles, à des hommes qui nouent des pactes faustiens, dont il faut apprendre à se méfier pour éviter d'en faire des idoles. Voyez, à peine 6 ans après son procès, les actualités françaises enterrent le maréchal avec une forme d'émotion. Le piège est tendu. Philippe Pétain vient de s'éteindre à l'Île-Dieu à l'âge de 95 ans. Le cercueil quitte la maison Lucot où le malade avait été transféré. Tandis qu'un service d'ordre vigilant s'emploie à endiguer les ardeurs de la presse, le cortège funèbre se rend au petit cimetière de Port-Joinville, où le corps reposera désormais. Pétain après Pétain, c'est l'horizon du dernier épisode. Le fantôme de Philippe Pétain, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Frédéric Martin. Documentation sonore, Isabelle Fort-Rendu et Romain Couturier. Mixage, Basile Bocquer. Prochain épisode, qu'est-ce que le pétainisme ? Le fantôme de Philippe Pétain est un podcast original de France Inter. Poursuivez l'enquête de Philippe Collin avec son livre « Le fantôme de Philippe Pétain ». Enrichi d'images d'archives, 12 interviews d'historiens nous dévoilent un peu plus ce personnage si controversé. « Le fantôme de Philippe Pétain » par Philippe Collin, un livre France Inter.